Bonjour à tous. Donc, je vois que l'ensemble des participants commence à arriver. Je vous invite dans un premier temps à couper votre caméra pour pouvoir maximiser le flux sonore et puis vidéo de tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, on vous accueille pour ce webinaire R2ID. Alors, ça rentre dans le cadre des séries de webinaires qu'on a pu réaliser depuis octobre, dédiés au décryptage du plan de relance. Je suis Xavier Lemarchand et je mène la coordination d'une action dédiée au développement industriel pour le collectif France Industrie. Alors, ça représente 10 branches industrielles professionnelles en Nouvelle-Aquitaine. Donc, quelques règles pour pouvoir assurer une bonne visibilité à tous pendant ce webinaire. Je vous invite à couper vos micros et vos caméras dans un premier temps. On aura un temps de présentation. Pendant ce temps de présentation, vous pourrez vous servir de la fonctionnalité du chat. Nous avons Julien Morvan qui est aux manettes et qui pourra relayer vos questions aux intervenants. Et puis en fin de webinaire, on aura un temps de questions-réponses. Donc soit on reprendra les questions que vous avez pu aborder dans le chat, soit vous aurez la possibilité de réactiver votre caméra et votre micro pour poser vos questions directement aux intervenants. Le programme d'aujourd'hui, on va aborder dans un premier temps les opportunités du marché nucléaire avec un focus sur deux des CNPE d'EDF, le CNPE du Blayais et de Civaux, qui sont présents en Nouvelle-Aquitaine. Et nous accueillons pour cela Séverin Burezi et Michael Gevray, qui sont les deux directeurs des CNPE du Blayais et de Civaux. On aura ensuite Hervé Maillard, qui est le délégué permanent du CSFN, qui nous présentera la structuration de la filière nucléaire et qui reviendra également sur les dispositifs d'aide pour la filière en région Nouvelle-Aquitaine. Et puis nous accueillons également Colin Ducrotois et Laurent Bello de la DRETS, donc c'est le nouveau nom de la Direct depuis début avril, et ils nous expliqueront et détailleront l'ensemble des dispositifs de soutien à la filière nucléaire dans le cadre du plan de relance France Relance. Et en fin de webinaire, on aura bien un temps de questions-réponses. Donc, je vais laisser la main à Séverin Burezi et Michael Gevray pour démarrer ces explications sur le marché du nucléaire. Donc, Monsieur Burezi et Monsieur Gevray, vous pourrez réactiver vos caméras, parfait. Et si on fait un petit test de son, on va s'assurer que tout marche bien. On va commencer par dire bonjour alors. Eh bien, c'est parfait. On vous entend tous les deux. Bonjour à tous. Je commence par dire quelques mots, Michael, et je te laisse continuer pour Civaux. Donc voilà, Séverin Burezi, je suis le directeur de la centrale du Blayais, qui est un petit peu au nord de Bordeaux. C'est une centrale qui va fêter ses 40 ans cette année, qui est constituée de 4 réacteurs de 900 MW. Sur chacun de nos réacteurs, une fois par an, on réalise des arrêts pour recharger le combustible et réaliser des activités de maintenance. Alors nous, les activités d'arrêt, c'est une année sur deux, ce qu'on appelle un arrêt pour simple rechargement, qui est un arrêt relativement court. Je vous propose de passer aux transparences suivantes, si vous voulez bien, comme ça l'illustre un tout petit peu. Un arrêt pour simple rechargement, c'est une trentaine de jours. L'autre année sur deux, c'est une visite partielle. Et tous les 10 ans, on a ce qu'on appelle les visites décennales. Pour le site du Blayais, on va réaliser ce qu'on appelle nos 4e visites décennales, donc ce qu'on appelle les VD4, en 2022, 2023, 2024 et 2025 sur chacun de nos réacteurs. Le programme du grand carénage, c'est un programme dans lequel on vient renforcer très significativement la sûreté nucléaire de l'ensemble des sites nucléaires de France pour les amener à un niveau qui est comparable à celui qu'on envisage pour l'EPR et pour les réacteurs qui sont construits le plus récemment. Et donc ce travail, pour ce qui concerne le site du Blayais, en réalité, même s'il y a des pics d'activité lors des visites décennales dont j'ai parlé très rapidement, en fait c'est un travail qui s'anticipe sur ce qu'on appelle les activités du tranche en marche. Ça doit être écrit le thème, je ne vois pas très bien parce que je suis sur mon téléphone portable, c'est écrit tout petit. Et puis qui vont se poursuivre, en fait, des activités qui vont se poursuivre lors des visites partielles qui seront réalisées dans les années 2026 à 2029.
En clair, pour le site du Blayais, c'est donc un programme qui s'échelonne sur une dizaine d'années. Je peux te laisser la parole, peut-être, Mickaël, pour que tu complètes côté Civaux. Oui, alors bonjour à tous, donc Mickaël Gevrey, directeur de Civaux. Alors Civaux, la centrale de Civaux se situe à 30 km de Poitiers, sur la route globalement sur la ligne entre Poitiers et Limoges. La particularité du site, c'est que c'est le site avec 2 réacteurs, donc un peu plus petit que Blayais, mais les 2 réacteurs les plus récents en fait mis en service en France. Puisque aujourd'hui on fête les 20 ans d'exploitation de ces centrales, donc ce qui laisse une perspective encore pour au moins 40 ans sur le site de Civaux. Alors, le grand carénage, c'est ce que vient de dire Séverin. Finalement, c'est exactement la même logique. Vous avez un enchaînement d'arrêts de tranche avec des grands rendez-vous tous les 10 ans. Donc, pour Civaux, ça sera 2021-2022. Et puis après, tous les ans, on a des séquences d'arrêts de tranche, donc des ASR ou des visites partielles qui, en fait, sont des séquences où on fait de la maintenance sur nos installations. Peut-être qu'on peut passer au slide suivant. Donc là, 2 photos des 2 sites. Alors, Civaux, le grand carénage, donc les visites décennales vont s'achever en 2021 et 2022, puisque la prochaine là, est prévue au 2e semestre 2021. Et puis sur la tranche 2, ça sera en 2022. Il faut avoir en tête que ces chantiers sont déjà bien engagés, comme c'était dit par Séverin avant, parce qu'il y a toute une phase d'anticipation. Pour autant, au-delà du grand carénage, il y a quand même aussi, alors on va finaliser ça au moment des visites décennales, parce que le but c'est de redémarrer avec une installation qui a été remis à niveau, avec un standard de sûreté qui est équivalent à celle qu'on pourrait trouver, ou qui est très proche de celle qu'on pourrait trouver sur un réacteur neuf. Et donc on fait cette opération tous les 10 ans. Mais entre les 10 années de visite décennale, on a ces arrêts avec l'objectif qui est de pouvoir en fait continuer la maintenance. Alors du coup, en permanence sur nos sites, il faut savoir qu'un site comme Civaux, c'est 1300 personnes qui travaillent en permanence, dont 900 personnes à 1000 personnes qui sont plutôt du personnel EDF. Et puis on a 300 à 350 personnes qui sont plutôt des entreprises partenaires. Et ça, je dirais, c'est en continu. Et quand on arrive sur les périodes d'arrêt de tranche, que ce soit une visite partielle ou une visite décennale, il nous arrive, enfin, sur plusieurs semaines, de doubler l'effectif présent sur le site, ce qui, quelque part, renvoie aux opportunités qu'il peut y avoir sur nos sites en termes d'activité, sachant qu'on comptabilise sur un site comme Civaux plus de 70 métiers. Alors, bien sûr, il y a des métiers qui nous sont plutôt dédiés, les métiers d'exploitation qui sont plutôt portés par l'entreprise EDF, mais il y a aussi toute une série d'autres métiers, et on en parlera un petit peu plus tard dans la slide qui suit, mais pour dire que globalement, au-delà de la perspective grand carénage, il y a aussi en continu une activité industrielle sur nos sites qui, je pense, est une opportunité importante pour la plupart des entreprises qui sont présentes sur le territoire. L'autre aspect, c'est que finalement, ces métiers sont très diversifiés, ne sont pas que des métiers qualifiés. Alors, bien sûr, la plupart le sont. Pour autant, on va trouver aussi des métiers moins qualifiés. Je pense que là encore, c'est aussi une opportunité pour un certain nombre d'entreprises, et je pense en particulier à tous les métiers de logistique qui peuvent être sollicités. Alors, on a mis, pour vous donner un peu de visibilité sur Civaux, sur les contrats, en fait, qui sont des contrats permanents qui sont renouvelés, à titre d'exemple. Alors, ce ne sont que des exemples, avec des montants indicatifs, mais par exemple, vous avez tout ce qui est petits travaux immobiliers qui va être renouvelé très prochainement, donc c'est un contrat à 500 000 € par an. Vous avez bien sûr de la maintenance de robinetterie, et puis vous avez des contrats sur la chaudronnerie, l'électricité, vous avez un contrat aux alentours d'1 million d'euros par an. Tout ce qui est contrôle réglementaire, qui est bien sûr important aussi sur nos installations. Donc là, on est aux alentours qui peut exister en termes d'activité sur nos sites. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Alors côté Blayais, il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce que vient de présenter Mickaël. Alors à la centrale du Blayais, c'est plus de 2000, pratiquement 2100 personnes qui sont présentes en permanence sur le site. Enfin, 2100 personnes qui travaillent sur les installations, évidemment avec le 3-8 pour certaines fonctions, ça fait un petit peu moins de monde, mais dès lors qu'on est en arrêt, et particulièrement lors des visites décennales qui vont arriver, eh bien, le nombre de personnes intervenant sur le site monte assez facilement à 3000, voire 3000 personnes, voire plus pendant nos visites décennales. Et donc, comme l'a dit Mickaël, nous aussi, on a besoin pour réaliser des modifications
qui sont dans les domaines du domaine électrique, dans le domaine du contrôle-commande, dans le domaine du génie civil, dans le domaine de la mécanique, que ce soit la chaudronnerie, que ce soit dans le domaine du soudage, dans le domaine de la robinetterie. Effectivement, on a nous aussi un volume d'activité qui est très conséquent et sur lequel on cherche à s'appuyer au maximum sur des entreprises locales. Donc, il y a bien évidemment des entreprises qui réalisent des modifications sur l'ensemble du parc nucléaire, qui sont des entreprises nationales pour lesquelles les grands contrats nationaux ont déjà été élaborés. Néanmoins, la particularité de notre industrie, c'est que la charge de travail pour l'ensemble du parc nucléaire français, et particulièrement pour la Nouvelle-Aquitaine, parce que vous aurez noté sans doute la concomitance des dates entre les activités des visites décennales à Civaux et à Blayais, mais en réalité, c'est assez proche à la centrale de Golfech qui est du côté d'Agen. En réalité, les pics d'activité se retrouvent dans les périodes qui vont de 2021 à 2025 globalement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaite s'appuyer au maximum sur des compétences locales, parfois sur des compétences nouvelles. Parce que je vais rajouter peut-être un élément sur la centrale du Blayais, par exemple. Faut retenir que 60% des modifications qui sont attachées au grand carénage seront réalisées hors zone contrôlée. C'est-à-dire qu'on est plus proche de contraintes de, j'allais dire, l'industrie classique. En tout cas, on a moins de contraintes attachées à la maîtrise, par exemple, de la radioprotection. Et donc, ce sont des activités qui sont sans doute plus accessibles à des professionnels qui sont moins en prise habituellement avec le nucléaire. Donc là, on a mis en avant quelques-unes des modifications qui sont en cours de réalisation ou qui vont être réalisées dans les années qui viennent. De manière un tout petit peu plus précise, je voudrais dire que concernant la première période, celle des visites décennales, qui donc pour le site du Blayais s'échelonne de 2022 à 2025, c'est essentiellement, mais pas que, des modifications dans le domaine électrique qui sont réalisées. Et pour la deuxième partie de la décennie, ça va être essentiellement dans le domaine mécanique. Mais tout ça doit être très modéré, parce que la réalité, c'est qu'en ce moment, on est en train de tirer des kilomètres et des dizaines de kilomètres de câbles et de tuyaux pour rajouter des systèmes complémentaires de protection de nos installations et de sécurisation de nos installations. On a souhaité, et je pense que c'est vrai à la fois pour Blayais et pour Civaux, préciser quelques-unes des compétences particulières dans lesquelles il nous semble que des compétences complémentaires à celles historiquement intervenant sur nos sites peuvent nous profiter à nous et peut-être à vous également. Donc on a donné quelques exemples dans le domaine de la chaudronnerie, tuyauterie et puis dans le domaine du génie civil. Qui sont des domaines qui sont... Je pense que c'est intéressant aussi à rajouter, c'est que les intervenants en fait, qui sont amenés à intervenir sur le site de Blayais ou sur le site de Civaux, souvent sont les mêmes. C'est-à-dire que finalement, les sites n'étant quand même pas si loin géographiquement, le fait de rentrer sur une centrale nucléaire ou sur un chantier sur une centrale nucléaire, ça vous ouvre aussi potentiellement l'opportunité de rentrer sur l'ensemble du parc nucléaire français, alors les 19 sites ou les 18 sites aujourd'hui en exploitation. Et l'idée, effectivement, c'est que souvent on travaille par plaque, c'est-à-dire que vous avez des intervenants qui sont amenés à intervenir sur Blayais, sur Civaux, ou effectivement sur Golfech, qui fait partie un peu dans le même périmètre, bien que ce n'est pas tout à fait la même région, mais globalement, on va se retrouver en termes de géographie, on va avoir cette cohérence. Et les métiers, alors, sont des métiers assez divers, alors d'ailleurs sur lesquels on est des fois en concurrence avec d'autres industries, hein, clairement, mais c'est des métiers sur lesquels, clairement, on cherche, alors pas que des gens expérimentés, on a aussi un certain nombre de primo-intervenants sur nos installations, même si on est soumis à des exigences en termes de sûreté, de sécurité et de qualité d'activité. Moi, je vais terminer. Ouais, juste alors pour compléter le domaine, c'est bien sûr à titre indicatif, hein, mais c'est des domaines, on l'a vu, donc chaudronnerie, on a du génie civil, on a aussi de l'électricité. C'est vrai, on a beaucoup parlé sur tout ce qui est tirage de câbles, puisque chaque fois qu'on a un chantier neuf ou une nouvelle installation à mettre en place sur nos sites, bien sûr, il y a tout ce qui va autour de l'installation et tout ce qui est alimentation électrique. Donc, il y a énormément de tirage de câbles,
Il y a bien sûr tout ce qui est lié au contrôle réglementaire, alors que ce soit dans l'ensemble des domaines, hein, que ce soit le domaine électrique, mais aussi toute la partie chaudronnerie. Donc là, c'est un élément aussi important. Et d'ailleurs, les arrêts de tranche sont souvent des périodes sur lesquelles on fait énormément de contrôles sur nos installations. Alors à la fois des contrôles requis au titre de l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a aussi un champ qui est très important chez nous, c'est tout le champ de la logistique, puisqu'en fait, comme on concentre nos activités sur une installation qui est quand même assez vaste, géographiquement sur le site, hein, c'est-à-dire que finalement, c'est assez proche de ce qu'on va retrouver. Souvent, moi, ça me fait penser un peu à un paquebot, en fait, où on a tous les corps de métier. Et pour pouvoir faire tous ces avec souvent une concomitance, tout ce qui est démontage de calorifuges, mais aussi tout ce qui est réglementaire autour de l'amiante, autour du plomb, autour de, bien sûr, les activités de désamiantage, et puis tout ce qui est manutention, levage, voilà, d'une façon générale, tout ce qu'on appelle la logistique. Avec aussi peut-être un point, c'est qu'on peut être amené sur certaines activités à requérir des compétences très spécifiques. On a donné là l'exemple des cordistes ou des alpinistes pour faire des travaux en hauteur. Donc tout ce qui peut être des compétences un peu spécifiques, c'est aussi quelque chose qui des fois peut nous intéresser puisque ça peut permettre de faciliter certaines activités. Monsieur Gevrey, on a une question sur des activités de ventilation qui n'ont pas été évoquées. Est-ce qu'il y a également des opportunités de marché sur ces activités-là? Oui, tout à fait. Alors effectivement, nos installations sont en fait sont équipées de nombreuses ventilations, en particulier alors, il y a la partie nucléaire qui est équipée de ventilation pour des raisons de confinement, mais y compris dans toute la partie électrique où on a des problèmes où il faut climatiser les installations pour évacuer en fait la chaleur liée à nos installations. Donc on a des gros projets autour de la ventilation. Alors il y a eu un gros projet dans le cadre du grand carénage autour de la rénovation de cette ventilation, mais on a aussi une activité autour de la maintenance et du maintien en fait en exploitation de cette ventilation, quoi. Donc effectivement c'est un secteur important pour nous, avec à la fois de l'installation neuve, mais aussi du maintien et puis du règlement. Juste, je peux également ajouter que typiquement en fait sur les centrales 900 MW de la génération de Blayais, donc vous savez que l'autorité de sûreté nucléaire a rendu un avis générique positif pour continuer à exploiter, réaliser nos visites décennales et continuer à exploiter au moins 10 ou 15 ans de plus, et la programmation pluriannuelle de l'énergie nous permet d'envisager qu'il y aura sans doute une prolongation d'au moins 2 réacteurs parmi les 4 de Blayais jusqu'à 2045, c'est-à-dire avec une perspective de l'ordre de 25 ans vu de maintenant. Mais typiquement, si on peut se permettre ça, c'est parce que on renforce le niveau d'exigence dans tout un tas de domaines, notamment en prenant en compte le réchauffement climatique, et c'est pour ça que les ventilations sont sacrément renforcées aujourd'hui. Donc je confirme effectivement ce qu'a dit Michael, il y a beaucoup de travaux qui sont engagés, y compris dans le domaine de la ventilation. Réglementation, performance des ventilations, remise à jour et remplacement d'un certain nombre de systèmes, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci pour ces précisions. Je pense qu'on vous retrouvera en fin de présentation, notamment pour évoquer les marchés qui peuvent être liés aux interventions sur site, mais également les marchés qui pourraient être libérés hors intervention sur site, puisque ça demande des qualifications différentes ou des... Oui, allez-y. Oui, je voulais quand même rajouter un point parce que je voudrais, d'une part, je pense que vous avez compris que, vu de nous, c'est un investissement qui peut être durable, mais je voulais aussi dire qu'on dispose avec le site de Civaux d'un GIE, qui est le regroupement de toutes les entreprises intervenantes sur nos 2 sites ainsi que sur la centrale de Golfech, qui permet d'accélérer l'acquisition de compétences et notamment de compétences transverses pour toutes les entreprises qui interviennent sur nos installations. Donc il y a plus de 120 entreprises membres, donc c'est quand même un dispositif qui peut faciliter le développement de compétences, et puis que ce soit à Civaux ou à Blayais, on a des maquettes sur lesquelles l'ensemble des personnels peuvent s'entraîner, à la fois le personnel EDF, mais aussi l'ensemble des entreprises partenaires. Donc une centaine de maquettes qui sont à disposition pour tous. Donc on offre aussi cette possibilité de développer les compétences
pour ceux qui auraient peut-être une réticence concernant la technicité de ce qu'on fait ou la capacité à venir intervenir chez nous. Voilà. Très bien. Je le préciserai en fin de webinaire. On a l'ensemble de l'équipe de l'action R2ID qui sera à la disposition de toutes les entreprises qui souhaitent investir ces marchés. Et on les redirigera vers les personnes compétentes, notamment du GIE, parce que c'est vrai que c'est une organisation importante pour pouvoir se lancer dans la filière du nucléaire. Donc on vous retrouve en fin de webinaire. On va passer la main à Hervé Maillard, donc délégué permanent pour la filière nucléaire. Monsieur Maillard, vous pourrez très bien, donc on vous voit à l'écran et on vous entend également si vous pouvez faire un petit test. Eh bien, bonjour à tous. Et c'est parfait. Eh bien, donc, de mon côté, je vais vous présenter l'organisation de la filière au niveau national. Donc, comme ça a été dit, on peut passer au premier slide. De mon côté, donc, je suis le délégué permanent de la filière nucléaire auprès du Conseil national. Attendez, excusez-moi, on va juste... Monsieur Burezi, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Et donc, le Conseil national de l'industrie, c'est une instance nationale qui dépend de l'État, qui est présidée par le Premier ministre traditionnellement et qui est vice-présidée par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Sobo. Ça a été mis en place en 2017 pour préciser avant les organisations précédentes, les présidents de filière étaient en général des ministres, hein, donc c'était le cas pour la filière nucléaire. Donc on avait deux ministres qui étaient co-présidents de la filière, à la fois le ministre de la Transition, enfin le ministre de l'écologie de l'époque, et puis le secrétaire d'État à l'industrie qui dépendait du ministère des Finances. Il fait que c'était un peu complexe, et quand le président est arrivé en 2007, il a souhaité revoir ça. Et donc maintenant, on a cette organisation qui est en place depuis 2007, et le président de la filière nucléaire, c'est Xavier Ursa. Et donc moi, j'assure la coordination pour l'ensemble des acteurs de la filière qu'on verra juste derrière. Donc le CNI, il a pour objectif de décliner la politique du gouvernement côté industriel, donc les grandes lignes de force que donne le gouvernement, le déploiement du numérique, voilà, c'est un des exemples qui est projeté par le CNI du côté de l'industrie, et que je suis chargé de mon côté de négocier, de discuter avec les industriels de la filière pour faire un contrat de filière. Je reviendrai tout à l'heure sur le prochain qui sera peut-être signé la semaine prochaine, pour préciser les moyens que l'État va mettre sur la table et les moyens que la filière les objectifs que la filière va développer dans les années à venir. À ce titre-là, donc on est donneur d'ordre du GIFEN, qui est la principale organisation qui porte les projets des contrats de filière. Et c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, on peut aussi avoir des relations avec les associations régionales de prestataires. J'ai des relations assez fréquentes avec le GIE ou avec Nucléaire Vallée que certains d'entre vous peuvent connaître. Voilà, donc le CSFN, c'est l'organe qui discute entre le gouvernement et les industriels de la filière. Donc, si on passe au slide suivant, sur les chiffres clés, oui, alors peut-être que c'est découpé, aller directement normalement, on a 4 pavés voilà, qui doivent apparaître. Donc, c'est le deuxième ou le troisième secteur industriel français, tout dépend comment on compte soit les salariés, soit le chiffre d'affaires. On a 3200 entreprises, donc ce qui veut dire qu'on est très au-delà des autres filières industrielles comme l'aéronautique ou l'automobile, qui sont plutôt aux alentours de 500 entreprises sous-traitantes. Nous, on est très au-delà. Alors, ça veut dire qu'on est très présent dans les régions, et ça se voit bien avec les entreprises qui sont aujourd'hui autour du téléphone. Ça veut dire que les entreprises aussi sont souvent plus petites, hein, puisqu'on a 85% des entreprises de la filière qui sont des PME et des ETI. On représente 220 000 emplois directs et indirects. D'ailleurs, le slide n'est pas tout à fait bon. Donc,
à la fois les grands donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes. Bon, ensuite, on a en France 120 INB. C'est vrai qu'on parle souvent des installations nucléaires de base d'EDF, mais il y en a beaucoup d'autres en France sur lesquelles vous pouvez intervenir, peut-être moins dans votre région, mais dans la région PACA, par exemple, avec le CEA, ou en région parisienne avec le CEA à Saclay. Ce qui est important, c'est de voir qu'en France, on totalise 2500 années réacteurs d'expérience, et donc c'est comment dire, un chiffre qui est unique dans le monde et qui est très jalousé par les autres filières industrielles. Je suis revenu moi au slide de début, voilà. Merci. Donc très jalousé par les autres filières industrielles parce que ça veut dire qu'on dispose d'un savoir-faire et d'une connaissance dans la sûreté ou dans l'exploitation des réacteurs qui est unique dans le monde. On intervient sur 120 réacteurs dans le monde qui sont de technologie française. Donc avec ça, on compte les réacteurs chinois qui ont été construits précédemment sur la base de la technologie française qu'on a transférée en Chine, et on intervient sur du combustible, sur la vente de composants, sur la prestation de services sur 250 réacteurs dans le monde. Et puis, dernier point qui pour moi est très très important, c'est qu'en France, on a un mix largement décarboné à 97%. Donc on est un des 6 pays du monde à avoir déjà atteint l'objectif fixé par le GIEC de 80% d'électricité décarbonée. C'est un avantage très significatif dans le cadre d'une neutralité carbone fixée par le gouvernement à 2050. Et si on veut l'illustrer, en France, le kilowattheure d'EDF, il est aux alentours de 12 grammes de CO2. Ça peut varier en fonction des années, en fonction de la disponibilité du parc nucléaire. Mais même si on reste inférieur à 20 grammes, ce chiffre est à comparer à une moyenne européenne de 311 ou de près de 400, de plus de 400 en Allemagne, par exemple, chez notre voisin. Si on passe au slide suivant, voilà. Alors, les chiffres clés de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a à peu près 4% de l'emploi de la filière au niveau national. Vous regroupez 135 entreprises qui ont le siège dans votre région. C'est à peu près le même pourcentage, hein, donc ça veut dire que vous êtes représentatif de l'ensemble des entreprises en France. Là, c'est la 11e région en termes d'emploi, 9e région en termes d'entreprise. Bon, c'est pas forcément très important de détailler tous les chiffres, mais c'est important de voir que quand même c'est une filière qui est très très significative dans la région Aquitaine. Alors, si on passe au slide suivant, qui porte sur la relance. Alors, ce qui nous anime beaucoup, quand je disais on décline les orientations de l'État pour la filière nucléaire, donc le Premier ministre a présenté le plan de relance français doté de 100 milliards d'euros en septembre dernier. Et puis, pour ceux qui ont vu, dans ce plan de relance, il y a quelques pages qui sont destinées au nucléaire, avec un certain nombre de sujets qui sont cités et qui consacrent 470 millions d'euros du plan de relance à la filière nucléaire. Alors, je vais aller assez vite sur ce slide parce qu'il sera représenté tout à l'heure par la DRETS dans un niveau de détail un peu plus important. Ce que je veux dire, c'est que donc, ces chiffres-là sont des chiffres nationaux. Voilà, on a 100 millions d'euros qui sont consacrés à un fonds. Donc 100 millions d'euros consacrés par l'État à un fonds de soutien aux PME ETI sur lequel on pourra revenir, et ce fonds est abondé à 100 millions d'euros par EDF. Donc au total, ça fait 200 millions d'euros qui sont destinés au soutien des PME ETI sensibles pour la filière ou les entreprises qui veulent croître par rachat externe ou qui ont une stratégie qui pourra intéresser la filière nucléaire. Donc ce fonds est en cours de mise en place. Les entreprises gestionnaires du fonds sont en cours de sélection et on devrait avoir l'outil en place fin mai, début juin pour pouvoir faire les premières opérations, soit en juin, soit en tout début du 3e trimestre. Ensuite, il y a 100 millions d'euros qui sont destinés qui sont consacrés par l'État
au renforcement des compétences critiques avec un outil qui s'appelle un appel à manifestation d'intérêt qui va être publié dans les jours qui viennent, à peu près doté de 30 millions d'euros pour renforcer donc vos compétences dans les entreprises. On cite le soudage, on pourrait citer les autres sujets qui ont été cités par les deux CNPE et qui pourraient correspondre à vos besoins dans la région. Ensuite, il y a un soutien à la modernisation industrielle de la filière qui fait l'objet d'un appel à projet BPI sur lequel la DRETS reviendra, doté donc, si vous tirez les 30 millions d'euros pour les compétences, doté d'environ 70 millions d'euros. Les chiffres sont assez perméables, hein, ils ne sont pas tout à fait définitifs. Ensuite, il y a 200 millions d'euros dédiés au financement de la R&D, avec une recherche sur le multi-recyclage du combustible, 2 installations du CEA, des projets usines du futur qui peuvent vous concerner, sur lesquels vous pourriez candidater, c'est-à-dire pour moderniser, faire des sauts technologiques dans votre domaine. On peut citer par exemple les imprimantes métalliques 3D, l'utilisation de jumeaux numériques, la numérisation de vos usines avec un saut technologique important. Et puis le 4e point de ces 200 millions, c'est des études sur le meilleur gestion des déchets radioactifs, comme par exemple la transmutation ou autres qui vont faire l'objet de projets de recherche. Et puis on a donc 2 sujets qui sont dotés au total de 70 millions d'euros via l'outil BPI qui s'appelle le PIA3 pour le petit réacteur Neward, hein, le SMR Neward, doté d'à peu près 50 millions d'euros. Hein, ces chiffres-là sont toujours pas définitifs. Et puis le projet de technocentre qui vise à pouvoir valoriser les métaux TFA issus du démantèlement ou autres en France et dans d'autres pays, avec l'objectif de viser quelques centaines de milliers de tonnes d'acier qu'on pourrait recycler. Donc ça contribue largement à l'énergie, enfin à l'économie circulaire. Voilà, moi j'en ai terminé de mon côté. Et merci Monsieur Maillard pour ces précisions. J'en profite pour vous dire que on a un bruit de fond qui vient de votre micro. Si pendant la présentation de l'adresse, avant la phase de questions-réponses, vous avez un casque, je vous invite à vous munir du casque pour éviter ces bruits de fond. Tout à fait, je me demande. Merci beaucoup. On va passer à la présentation des dispositifs. Donc, on a bien compris que sur les centrales en Nouvelle-Aquitaine, les marchés principaux sur les visites décennales et le grand carénage représentaient une charge importante. On a bien compris que la structure et la structuration de la filière permettaient d'avoir également un appui et un soutien pour se lancer sur cette filière-là. Et donc, nous allons avoir une présentation de l'adresse sur les dispositifs d'aide financière, notamment, qui sont décidés au niveau national dans le cadre du plan de France Relance. Nous accueillons pour cela donc Colin Ducrotois, qui est le chef de service de l'État en région pour la DRETS, et Laurent Bello, qui est chargé de mission et en charge de cette filière-là. Je vous laisse la main, Colin. Merci Xavier. Juste un petit correctif. Donc je suis responsable du service économique de l'État en région, qui est l'un des services donc de la DRETS, anciennement Direct. Et donc Laurent Bello est un collègue dans cette équipe. Bonjour à tous. Donc pour cette présentation du plan France Relance et plus particulièrement son volet donc nucléaire, on reviendra finalement plus dans le détail de ce qui a été présenté par Hervé Maillard sur les différents volets donc de ce plan de relance pour le nucléaire. Tout d'abord, je vais vous faire peut-être un petit retour en arrière sur le plan France Relance dans sa globalité et les grandes masses qui sont représentées. Donc, ce que je vous invite, c'est de passer là 2-3 slides pour qu'on arrive à la présentation voilà du plan France Relance qui est doté donc de 100 milliards d'euros au niveau national et qui s'articule autour de trois priorités que sont la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. Sur ces 100 milliards, en fait, ce sont près de 35 milliards qui sont dédiés à l'industrie et qui sont condensés sur une période très brève puisqu'il s'agit de 2020-2022.
on retrouve en fait les priorités qui structurent le plan France Relance dans sa globalité, à savoir la décarbonation pour l'industrie, la relocalisation d'activités stratégiques, la modernisation de l'appareil productif, et puis l'innovation donc en faveur d'une industrie plus compétitive. L'ensemble de ces 35 milliards en fait se décline sur une variété de dispositifs très importantes qui peut être difficile parfois d'appréhender. Pour cela, la Direction générale des entreprises a mis en place donc un guide à destination des entreprises industrielles que vous pourrez retrouver sur le site du plan de relance et qui est actualisé régulièrement. Ce qui est important, je pense, c'est de distinguer des dispositifs qui relèvent typiquement de la fiscalité et donc qui sont les mêmes pour tous et sans démarche particulière. C'est notamment les 20 milliards de réduction d'impôts de production. Il y a des dispositifs qui sont des dispositifs de guichet où toute entreprise ou tout projet éligible bénéficiera d'une aide sous réserve évidemment de crédits suffisants. Et puis des mécanismes sélectifs d'appel à projet où vous déposez un projet qui ensuite est étudié et comparé aux autres projets candidats pour être éventuellement sélectionné. Donc, la première catégorie, vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est remplir les critères qui vous rendent éligible ou non aux baisses d'impôts de production. Le deuxième, qui sont des guichets pour lesquels vous n'avez qu'à déposer tant qu'il reste des crédits, vous bénéficierez de l'aide. Et la troisième, qui sont sélectifs et qui peuvent amener peut-être davantage de travail. Toutes ces mesures sont disponibles en ligne sur le site. Évidemment, le service économique à la DRETS est à votre disposition. Donc, moi-même et mes équipes sommes à vos dispositions pour vous orienter au mieux sur les différents dispositifs. Sachez que, en termes de calendrier, le plan de relance donc, se poursuit jusqu'en 2022. Les aides à l'investissement matériel qui s'appuient en fait sur des régimes d'aide d'État et donc un encadrement particulier de ces aides d'État court jusqu'à la fin 2021 et qu'à partir, a priori, du deuxième semestre 2021, les aides dans le cadre du plan de relance porteront davantage sur les questions de décarbonation ou d'innovation qui ne rentrent pas dans le cadre des aides d'État pour l'investissement. Voilà. Pour passer au volet nucléaire, donc, je ne recommenterai pas cette slide qui vous a déjà été présentée par M. Maillard. Je souhaite qu'on revienne donc plus particulièrement en revanche sur chacun des dispositifs individuellement, de manière à vous décrire finalement quels sont les projets attendus et les entreprises éligibles sur ces différents volets. Donc, je céderai d'abord la parole à mon collègue Laurent Bello qui vous présentera donc l'appel à projet qui est actuellement opéré par BPI France pour la modernisation de l'industrie nucléaire et les projets relevant de l'industrie du futur. Donc, Laurent, je te cède la parole. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, c'est parfait. Bon, ça me rassure. Donc, pour le plan de relance pour l'industrie nucléaire, donc, on voit que le secteur nucléaire est intégré au volet national pour les secteurs stratégiques de l'AAP, appel à projet, plan de relance pour l'industrie. Donc, ça a été publié en novembre 2020, le 18, et c'est opéré par BPI France. Cet appel à projet, donc, on voit qu'il regroupe deux actions. Du volet nucléaire de France Relance, donc une action sur la modernisation, une action sur l'innovation, ou les innovations plutôt, c'est assez large, visant à développer les solutions usines du futur. Donc sur la modernisation, on a 70 millions d'euros qui visent à renforcer la compétitivité, l'autonomie et la résilience des entreprises de la filière, la modernisation des capacités industrielles et le soutien également à des projets de relocalisation. Donc les projets concernant l'innovation sont possiblement labellisables par le pôle d'excellence Nucléaire Vallée, qui est un pôle d'ailleurs qui est labellisé par l'État. Donc sur l'innovation et les usines du futur, vous voyez qu'on a environ 50 millions d'euros.
Donc, sur cahier des charges, donc oui, le cahier des charges est donc téléchargeable sur le site de BPI France, donc vous avez le lien qui apparaît ici. Il faut voir qu'à côté de ce lien, vous verrez sur le site, il y a un petit lien qui permet de poser des questions quasiment en direct par courriel, et derrière il y a une équipe de 5 ou 6 personnes qui a pour objectif de vous répondre dans la journée. Donc nous sommes à votre disposition, le service de l'État en région, mais vous avez aussi cette possibilité pour avoir également des informations. Donc l'appel à projet, vous voyez, il a été en 3 tranches. Donc la dernière, c'était le 31 mars 2021, et la prochaine et dernière, enfin la dernière qui a été clôturée, la toute dernière, la 3e tranche, donc c'est le 1er juin. Donc, afin de renforcer la compétitivité et la performance des entreprises de la filière nucléaire, l'appel à projet vise à soutenir 3 types de projets. Donc l'investissement dans de nouvelles activités, dans la relocalisation, ou le renforcement d'unités de production ou diversification. Deuxièmement, la modernisation industrielle des sites de production, transformation numérique, industrie du futur ou amélioration de la performance environnementale. Donc ces 2 points concernent donc bien la modernisation, et le dernier point est à rapprocher d'usines du futur. Donc il s'agit des solutions d'innovation visant à développer les usines du futur. Voilà. Est-ce que vous pourriez préciser ce que signifie le terme usine du futur dans ce cadre-là? Donc l'usine du futur, il s'agit de projets qui visent à lever un certain nombre de verrous technologiques de la filière nucléaire. Ça pourrait être des innovations technologiques, des innovations de services, des innovations de procédés, d'organisation pour accompagner l'entreprise dans la transformation de son modèle industriel. Ça peut être de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle. Voilà, j'espère que je réponds un peu à votre question. Oui, vous répondez. Sinon, je reste tout à fait à votre disposition pour aller un peu plus loin. Sur le 3e slide, donc on voit l'éligibilité des entreprises. Donc, les entreprises sont éligibles soit par rapport à leur chiffre d'affaires, donc c'est au moins 15% sur les 2 dernières années, soit par rapport à un service ou un produit jugé sensible pour un grand donneur d'ordre. Donc les grands donneurs d'ordre de la filière nucléaire, c'est, vous voyez, EDF, CEA, Orano, Framatome et Landra. Et à ce moment-là, un de ces donneurs d'ordre reconnaît effectivement la qualité sensible du service ou du produit par une lettre qu'il fait à l'entreprise qui est prestataire. Pour les projets d'innovation donc visant à développer les solutions usines du futur, il est également possible pour les entreprises candidates de se placer au sein de consortiums avec une entreprise chef de file. Donc ensuite, sur ce slide, vous voyez effectivement les taux d'intervention. Bon, évidemment, en fonction de la nature de l'investissement, des travaux et de la taille de l'entreprise, la subvention peut varier, en gros, je vois de 25 à 70%. Donc, je vous détaillerai pas plus ce tableau, il est assez clair. Simplement, ce sont des aides selon la nature des travaux hors régime temporaire Covid-19. Il faut bien voir ça. Enfin, en guise de bilan préliminaire et synthétique, sur la première relève du 26 janvier 2020, donc on voit que 30 projets ont été déposés. Donc 10 projets portés par des groupements d'entreprises, 8 par des ETI, 11 par des PME et 1 par une TPE. Donc 17 projets sont liés à la modernisation, 13 projets usines du futur,
dont 10 labellisés par Nuclear Valley. L'assiette globale des projets déposés, 187,7 millions d'euros pour les projets liés à la modernisation et 50,5 millions d'euros pour les projets usines du futur. Donc pour l'instant, 7 régions sont concernées. L'instruction continue sur les projets qui ont été déposés. Les lauréats devraient être désignés prochainement, comme vous le voyez. J'ajouterai quand même, puisqu'il y a encore une tranche à courir, que la sélectivité sur l'appel à projets en cours, plan de relance pour l'industrie nucléaire, est plus favorable que pour d'autres types d'appels à projets. Je pense en particulier à l'aéronautique ou l'automobile. Donc cette sélectivité pour la filière des sous-traitants du nucléaire est un peu plus large. La fourchette est moins étroite, voilà, un peu plus large pour les candidatures. Voilà, j'en ai terminé, à moins qu'il y ait des questions. Sinon, après, vous pourrez toujours, nous restons joignables. Je vous remercie. Voilà, on reviendra aux questions à la fin de la présentation. Ouais, donc je poursuivrai là sur trois autres dispositifs qui donc font partie du plan de relance pour l'industrie nucléaire. Le premier donc concerne le renforcement des compétences de la filière nucléaire. L'objectif, en fait, c'est de soutenir des initiatives de formation ou de construire des formations qui permettent de reconstituer ou de développer des nouvelles compétences pour la filière nucléaire. C'est un dispositif qui sera opéré par BPI France, qui vise à soutenir aujourd'hui une très large gamme d'acteurs, aussi bien des entreprises individuelles que des opérateurs de formation. Le dispositif ne s'appuiera pas pour ce qui est pour l'instant prévu sur des dispositifs que l'on peut appeler de droit commun. C'est qu'en fait, ce sera bien sur une nouvelle offre sur un nouveau type d'aide pour la formation. L'une des informations que pourra vous indiquer, vous préciser, Monsieur Maillard, concerne donc les avis qui seront rendus par le CSF nucléaire et qui passeront notamment à travers l'Université des métiers du nucléaire qui est en cours de création et pour lequel Monsieur Maillard pourra vous préciser les objectifs. Pour préciser un petit peu cette AMI, il vise finalement en fait à coordonner des initiatives qui peuvent exister dans différentes régions et qui peuvent notamment s'appuyer sur les campus des métiers et des qualifications dont certains possèdent un volet nucléaire. Cet appel à manifestation d'intérêt devrait ouvrir ou devrait être annoncé en tout cas vraisemblablement dans les tout prochains jours et le lien pourra vous être alors communiqué. Le deuxième dispositif, le troisième dispositif sur lequel nous souhaitions revenir, c'est l'appel à projet qui est également opéré par BPI France en lien avec l'ANDRA et qui devrait être publié dans les prochaines semaines. Alors une date qu'aujourd'hui nous ne sommes pas capables de vous préciser, mais vraisemblablement dans les prochaines semaines, et qui a vocation en fait à soutenir donc des projets qui visent à développer des solutions pour la gestion des déchets radioactifs en s'appuyant en fait sur un continuum de TRL, c'est-à-dire de niveau de maturité, depuis de la recherche assez amont autour d'alternatives au stockage géologique profond ou de l'amélioration des connaissances autour des déchets radioactifs, jusqu'à des phases de développement et de démonstrateurs pour la valorisation de matières et de déchets, potentiellement des déchets à faible radioactivité. L'appel à projet s'adressera à la fois à des entreprises dans le cadre de développement de solutions ou de démonstrateurs, ainsi qu'à des organismes de recherche qui interviendraient sur des niveaux de maturité plus faibles. Encore une fois, ce dispositif, nous pourrons vous le communiquer
à partir du moment où il sera publié par BPI. Enfin, le dernier dispositif, et qui a déjà été évoqué par M. Maillard, concerne le fonds d'investissement qui sera opéré donc à la fois par qui sera en tout cas décidé par EDF et par l'État, dont le gestionnaire est en cours de sélection, et qui vise à soutenir une trentaine d'investissements dans des PME ou des ETI, pour à la fois leur permettre de se consolider et de consolider leur actionnariat, et également de réaliser des opérations de croissance externe. Pour ce volet-là, je vous invite plus particulièrement à faire le lien avec la filière et M. Maillard en particulier. Peut-être pour conclure cette intervention donc sur le plan de relance et son volet nucléaire, sachez qu'en Nouvelle-Aquitaine, le plan de relance, ce sont déjà plus de 100 millions d'euros de subventions qui ont été accordés à près d'une centaine d'entreprises. Par ailleurs, un très grand nombre d'entreprises bénéficieront également de soutien pour l'investissement dans des technologies de l'industrie du futur qui a été opéré grâce à un guichet ouvert à l'ASP et qui devrait rouvrir prochainement. Donc ces montants sont des montants qui sont très importants. Et sachez que l'ensemble des services de l'État, et plus particulièrement le service économique à la DRETS, sont à votre disposition pour vous faciliter la lecture de ce plan de relance et vous orienter vers les bons dispositifs selon les projets dont vous disposez. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toute question. Merci pour votre attention. Merci Colin. Alors, on avait une question que je vais essayer de relayer. Monsieur Huerta qui nous demande s'il y a une prise en compte de la gestion des obsolescences techniques. Alors, je pense que cette question est liée au dispositif d'aide. Donc, si j'essaie de la traduire, c'est est-ce que dans les dispositifs d'aide que vous avez présentés, il y a des axes qui permettent de postuler avec des projets qui gèrent les obsolescences techniques? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de saisir si l'objectif, c'est de prévenir l'obsolescence ou de la mesurer, de prédire des évolutions et dans ce cas-là, finalement, d'avoir une maintenance qui soit plus efficace, on pourra effectivement rentrer dans ce cas-là dans le cadre d'un projet pour l'usine du futur. Ce sont notamment ces technologies de jumeaux numériques, de maintenance prédictive, etc. Donc si c'était à cela qu'il est fait référence, effectivement, ce sera à travers le volet usine du futur. Si c'est relatif à des machines ou des équipements qui sont vieillissants et que l'industriel souhaite renouveler, effectivement, il existe donc le volet modernisation de l'appel à projet plan de relance pour l'industrie nucléaire, mais également de manière plus générale, un guichet ouvert à l'ASP, qui sera prochainement réouvert à l'ASP, pour soutenir des investissements dans les technologies de l'industrie du futur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que c'est ça en fait. Vraiment le doute qu'il y a sur la question, c'est est-ce que ça concerne l'équipement interne de l'entreprise qui vise à réaliser un service ou est-ce qu'on parle de l'équipement des centrales? Voilà. Monsieur Maillard, vous souhaitiez intervenir? Oui, vous m'entendez là parce que j'ai changé de dispositif. Oui. Donc pour les équipements de centrale, effectivement, le choix il dépend des grands donneurs d'ordre. Donc, et pas forcément des entreprises, mais effectivement, je confirme ce que disait Colin. On peut tout à fait trouver dans les projets usines du futur du remplacement d'équipements obsolètes, c'est peut-être un grand mot, mais vieillissants, des chaînes de production, de la modernisation. Alors, par rapport à ce qui a été présenté, je voulais apporter deux compléments. C'est l'interfilière. Dans votre région, vous êtes probablement concerné par cette question, c'est-à-dire que on travaille également avec les autres filières, aéronautique, défense, pour ce qui peut vous concerner, peut-être le ferroviaire. Si je peux remettre ma caméra. Le ferroviaire. Et donc, il y a des effets de levier, c'est-à-dire que, en particulier sur le fond, et on l'a bien constaté que le fond automobile,
les entreprises peuvent demander de l'argent au fonds et lever en fait plus que ce qu'ils demandaient au fonds parce que d'autres investisseurs sont intéressés par ce qu'ils proposent, par le projet qu'ils proposent. D'un côté automobile, il y avait quasiment un facteur supérieur à 2 entre les demandes et puis ce qui a été mis à disposition financièrement. Et le troisième complément que je voulais apporter, je vais aller très vite, c'est sur l'université des métiers, pour expliquer que ça va être une université hors mur, hein, c'est plutôt un concept fédérateur de différentes initiatives dans le domaine des compétences qui seront faites en France, hein, afin d'avoir une cohérence sur l'ensemble des projets qui vont être proposés à l'AMI entre le Nord, enfin entre toutes les régions de France. Et donc ce sera une université hors les murs et qui va labelliser les projets. Et donc là, effectivement, l'AMI va être publiée dans les jours qui viennent et il rend obligatoire le fait que le CSFN, via l'Université des métiers du nucléaire, ait émis un avis. C'est-à-dire que les dossiers ne seront pas recevables par BPI s'il n'y a pas un avis de l'UMN. Très bien. Et j'avais une dernière question avant de clôturer ce webinaire. On a vu sur le premier volet de l'appel à projet les 2 critères de sélectivité des entreprises. Le premier qui concerne le chiffre d'affaires qu'on réalise sur la filière et le deuxième qui peut être le fait qu'on réalise un service ou un produit critique pour la filière validé par un grand donneur d'ordre. Donc, est-ce que vous pourriez préciser ces 2 critères de sélectivité, s'il vous plaît, savoir comment est-ce qu'on valorise du chiffre d'affaires pour la filière, comment est-ce qu'on le comptabilise et comment est-ce qu'on le justifie. Et puis sur le deuxième, quels sont les exemples de types de produits ou de services critiques pour cette filière? Oui, c'est assez simple. Le fonds, il va être opéré par l'État et par EDF. EDF, chacun investit 100 millions d'euros dans le fonds. Donc, il y aura un comité technique pour juger les projets qui vont être présentés, les demandes d'investissement qui vont être présentées. Et donc, ce sera EDF, bien évidemment, en s'appuyant sur la filière, qui va juger de la criticité des éléments que propose l'entreprise. Je pense que la criticité, c'est assez simple. C'est des matériels qui sont utilisés assez rarement et qui sont difficiles à trouver sur le grand marché. On peut parler de câbles qui résistent aux radiations, des contre-commandes de niveau supérieur à ce qu'on trouve sur le marché, des choses comme ça. Après, le pourcentage d'entreprises le pourcentage de chiffre d'affaires dans le domaine du nucléaire, je pense que la question est assez simple parce que quand on a fait l'exercice de cartographie qu'on a fait il y a 2 ans, on avait posé cette question aux entreprises et la plupart des entreprises nous ont répondu. Donc je pense qu'elles doivent savoir elles-mêmes répondre à cette question. Peut-être pour préciser, parce que je pense que la question de Xavier, c'est peut-être référence à l'appel à projet notamment qui sera opéré par BPI France. Exactement. Et non, peut-être moins le fond. Sur ce volet-là, c'est une comment dire, pour ce qui concerne les 15% de chiffre d'affaires liés à la filière nucléaire, c'est un critère qui existe également pour l'aéronautique ou pour l'automobile, pour les appels à projets, les appels à projets respectifs. Il ne s'agit pas d'avoir une certification par un commissaire aux comptes ou un expert comptable qu'il y a bien effectivement 15% sur les 2 dernières années. En revanche, c'est d'être capable de montrer que une certaine partie et au moins 15% proviennent bien de la filière. Il n'y aura pas d'audit approfondi là-dessus. En tout cas, voilà, le projet doit bien porter sur une dimension, sur la production relative à l'industrie nucléaire. Sur le volet services ou produits jugés sensibles par un grand donneur d'ordre, je pense que vous pouvez bien vous adresser à vos contacts chez EDF ou chez le grand donneur d'ordre qui vous suit plus particulièrement. Je ne sais pas si Monsieur Maire, vous avez mis en place une organisation particulière à EDF pour fournir ce genre de lettres, mais j'imagine que ça doit pouvoir
faire relativement facilement. Oui, tout à fait. Pour ceux qui connaissent, c'est les équipes d'Alice Solaire qui sont sur Paris qui s'occupent de cette qualification, enfin de trancher sur cette question. Très bien, merci. Donc la précision voilà, était importante. C'est pour dire qu'une entreprise qui travaille déjà dans le nucléaire mais qui souhaite se développer peut avoir accès à ces appels à projets. Donc ce critère de sélectivité mentionne seulement un premier élément ou une première initiative de marché, mais que c'est bien voué, ces appels à projets sont bien voués à supporter et à soutenir le développement des entreprises dans le cadre des investissements matériels ou dans le cadre d'offres de services étendues. Très bien. Eh bien, je remercie tout le monde. Nous allons vous faire passer l'ensemble des présentations qu'on a pu voir aujourd'hui, avec l'ensemble des contacts également des intervenants pour que vous puissiez poser vos questions. Et je reprécise en fait, dans la présentation, vous aurez en dernier slide les coordonnées des chargés de mission de l'équipe R2ID qui sont à votre disposition pour pouvoir vous aiguiller, répondre à vos questions et vous orienter vers les bons dispositifs. Merci Jean-Michel de réactiver ta caméra. Donc Jean-Michel sera à votre disposition pour le département de la Charente et le Limousin. Vous aurez Julien Morvan qui vient de réactiver également sa caméra pour le département de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et de la Dordogne. Et nous aurons deux autres chargés de mission sur ces slides qui n'ont pas pu être présents ce matin. Evelyna Otto pour les Deux-Sèvres et la Vienne. Et on aura également Laurie Forquès qui vous accompagnera sur le 64 et le 47. Je vous remercie pour vos participations. Je remercie tout particulièrement les intervenants pour la clarté de leur message. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire R2ID où on abordera les sujets des investissements. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.